fil de la vie, Enzo Bordonaro. Pas loin des studios de la radio, pas loin de l'église de Saint-Gilles, se trouve en fait l'adresse du fonds Jean de Gives. Et en fait, Jean de Gives, dans les années 70, avait senti que vraiment nous pouvions faire beaucoup pour aider les plus démunis. Et vous avez peut-être remarqué le fonds Jean de Gives dans un des chalets du marché de Noël, des plaisirs d'hiver, pas loin de la Grande Roue. Pour nous en parler, nous retrouvons aujourd'hui Bernard Ligaud. Bonjour Bernard. Bonjour Enzo. Alors Bernard, ce fonds Jean de Gives, il fonctionne toute l'année, pas seulement, j'imagine, à cette période de Noël. Tout à fait. La période de Noël est pour nous une période de récolte de fonds, mais également tout au long de l'année. Mais je dirais que le travail, évidemment, d'analyse de dossier se fait du 1er janvier au 31 décembre. Alors, je crois qu'on va surprendre personne, Bernard, mais pour les pauvres, la situation s'améliore pas. Non, elle se dégrade même. Je dirais que Jean de Gives avait été bien inspiré à l'époque, en 1975, quand il avait créé ces structures les plus démunies. Il n'imaginait peut-être pas à l'époque qu'en 2022, près de 50 ans plus tard, on en serait toujours avec les mêmes problématiques. Et je dirais même, pour certains sujets comme le logement, comme la santé, ça s'est même aggravé. Tout à fait. On a de plus en plus de demandes. Alors évidemment, nous n'avons pas des fonds illimités. Donc on part évidemment au plus urgent, aux situations les plus difficiles. Mais on intervient toujours dans des situations d'urgence. Et l'avantage, c'est que comme on est très souple, on peut intervenir dans les 24 heures parfois. Oui, parce que les services publics qui font bien leur travail, mais ça prend des semaines. Il faut parler à des personnes. Il faut que le dossier soit un peu dans un cadre. Dans les clous. Oui, c'est ça, dans des clous et tout ça. Vous, par contre, vous avez une souplesse dans l'accueil. Oui, on ne réclame pas a priori une reconnaissance, des documents, une attestation fiscale. Nous faisons confiance au travail des travailleurs sociaux. Donc, il nous suffit simplement d'avoir un rapport social qui peut émaner d'une mutuelle, d'un hôpital, de l'ONE parfois. Et sur base de ce rapport, nous intervenons. Est-ce que ce sont des gens qui frappent à votre porte ou ils viennent par d'autres associations? Ils viennent généralement par d'autres associations. D'accord. Évidemment, au plus le temps avance, au plus nous sommes connus. L'entraide est aussi, je dirais, une porte d'entrée, bien sûr, pour nous contacter. L'entraide paroissiale ou de l'unité pastorale. Voilà, c'est ça. Parfois, plusieurs services sociaux interviennent de concert, mais nous, la souplesse, c'est vraiment la rapidité. C'est pouvoir, quand une expulsion, par exemple, est décrétée, pouvoir, dans les 24 heures, la stopper ou pouvoir éviter une coupure de courant. Et c'est déjà ce que Jean de Gives faisait en 1975. Il évitait déjà des coupures de courant. Et il y a une particularité quand même qu'il faut souligner, c'est que nous ne donnons pas directement l'argent aux plus démunis. Parce que dans des situations de crise où ils sont parfois un peu déboussolés, voilà, on peut à un moment donné donner une priorité qui n'était pas... Et alors le problème revient. Et donc nous payons directement le créancier. Donc on paye directement le huissier ou le service d'énergie ou l'hôpital. Comme ça, on est sûr que le problème est résolu. Mais si quelqu'un vous est envoyé par une autre association qui est votre partenaire ou si une personne vient directement, j'imagine qu'il faut quand même un professionnel ou quelqu'un qui regarde un peu la situation, qui regarde le dossier. C'est pour ça qu'on fait appel à un travailleur social. D'accord. Il nous faut toujours un rapport social. Toujours un professionnel qui peut, à un moment donné, analyser la situation et nous dire là, il y a vraiment un cas d'urgence. Et qui peut parfois alors vous suggérer une intervention ou ce que vous pourriez faire. Voilà, c'est ça, exactement. C'est toujours une intervention de type financier. Et donc, nous réglons directement, comme je le disais, l'organisme en direct. Alors, ces gens qui vous sont envoyés, c'est des personnes individuelles, c'est des familles, c'est des réfugiés, j'imagine qu'il doit y avoir un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais c'est vrai qu'on privilégie souvent les familles. Parce que, surtout avec des jeunes enfants, quand il y a des problèmes, on parlait de logement, d'éventuellement d'exclusion, d'expulsion, ça c'est clair que là... Ça doit être dur quand même de dire que même parmi les pauvres, il faut faire des priorités. Oui, mais le problème c'est que nous avons des moyens limités. Donc on essaye dans la mesure du possible de
de satisfaire toutes les demandes, mais comme on en parlait tout à l'heure, les demandes augmentent d'année en année. Donc voilà, nos seules ressources, c'est les recettes du marché Noël et nos donateurs, mais ça ne fait pas des millions non plus. Ça, j'imagine. Et puis, bon, les gens ont leurs propres problèmes aussi. Même ceux qui étaient généreux, parfois, doivent un peu revoir leur manière de dépenser leur argent. Mais dans ce fonds Jean de Gives, alors, vous êtes tous bénévoles. On est tous bénévoles. Il n'y a pas 1 euro qui sort pour des frais administratifs, puisque l'entraide, en fait, qui était déjà le siège, donc au 59 rue, qui était déjà le siège des plus démunis, nous permet d'occuper ces locaux quand nous avons des réunions, de faire un petit secrétariat sur place. Mais donc, il n'y a pas 1 euro de frais administratifs. Alors, sans indiscrétion, bénévole, ça veut dire quand même une rotation assez importante sur la semaine, parce qu'entre les coups de téléphone, les ouvertures de portes, le fait de lire des dossiers, ça fait un nombre de bénévoles assez énorme, non? Mais au niveau de la lecture des dossiers, ça se fait principalement par la présidente, par Françoise, mais bon, en collaboration évidemment avec les autres administrateurs, donc le cas échéant, on donne un coup de main. On parlait tantôt des déclarations fiscales et des fameux attestations. Ben voilà, c'est moi qui m'y colle, mais avec grand plaisir. Il y a les déclarations fiscales, parce que derrière, il y a le registre UBO, c'est une toute nouvelle obligation à remplir. Donc voilà, on se soutient, et chaque fois qu'il y a besoin qui se fait sentir, on se contacte très rapidement. Donc on a une petite structure, donc petite structure dit aussi plus de souplesse. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a votre publicité, votre place. Vous avez une page Facebook, j'imagine. Hein, y a des gens parmi vous qui se soucient justement à part vous, Bernard, bien sûr, mais qui se soucient de faire un peu votre publicité, de parler de vous. On essaye, mais bon, quand on a peu de moyens, c'est difficile, de faire beaucoup de publicité, mais c'est surtout le bouche à oreille, en fait. Hein. Oui. C'est ça qui... et puis alors bon, le fait que le fonds, après 20 ans d'existence, commence quand même à être connu, et je dois dire que notamment l'année du Covid, où on a eu très très peur parce que évidemment il n'y avait pas de marché, donc ça veut dire aucune rentrée. Nous avons pu compter quand même sur de nombreux donateurs qui ont un peu, je dirais, comblé le manque de recettes à ce niveau-là. Alors, vous, originellement, vous étiez plutôt sur Saint-Gilles. Ça vous est resté ou bien vous vous êtes étendu? On a étendu notre rayon d'action à la région Bruxelles-Capitale. En sachant évidemment aussi que, vu nos moyens, on ne fait pas non plus trop de publicité, parce que sinon, demain, on risquerait Il faudra dire non. Voilà, on risque de se retrouver avec des centaines de demandes dont on ne pourrait pas donner une suite favorable. Donc, je dirais qu'on a une dizaine d'associations, services sociaux qui font régulièrement appel à nous, et puis de temps en temps des nouveaux, mais on voudrait bien évidemment l'étendre. Bon, ça, si demain, évidemment, grâce à votre émission, nous avions des centaines de nouveaux donateurs, évidemment, on pourrait le faire. Mais voilà. Mais ça veut dire, quand vous dites donateur, c'est petit et grand. Petit et grand, oui. Comme je le disais, à côté du marché de Noël, il y a aussi la possibilité de faire un don à l'association qui est fiscalement déductible. Donc là, je dirais qu'il n'y a aucune limite au niveau des montants. Oui, légalement... pour les dons déductibles, il y a une limite vers le bas. Hein. Ça commence à combien? C'est 40 € minimum. C'est 40 € minimum. Oui. Donc, c'est relativement modeste. Ouais. Et donc, ça veut dire que dès que vous déposez 40 € sur votre compte, vous envoyez une attestation fiscale qu'on peut ajouter à sa feuille d'impôt. Alors, c'est une manière intéressante. Par ailleurs, je suppose aussi que si on vient vous voir ou si on vous écrit sur votre page Facebook, vous allez répondre aux questions. Tout à fait. Elles sont les bienvenues d'ailleurs. Qu'est-ce que les gens se demandent ? Qu'est-ce qu'ils posent comme question? Mais on a souvent des demandes de pouvoir venir au chalet. D'accord. Donc de s'investir de manière très concrète. Et donc voilà. Chalet de Noël. Au chalet, voilà, c'est ça. Et puis alors, bon, des questions par rapport justement au type de personnes qu'on aide. Hein. On parlait des familles. Il faut savoir que depuis l'existence du fonds Jean de Gives, on a aidé à peu près 1500 familles. Donc
Après, on peut toujours considérer que c'est une petite goutte, mais je pense que ça s'ajoute à tous les efforts qui sont faits par l'ensemble des services en Belgique. Et il y en a quand même pas mal. Il y a des gens, il y a les épiceries sociales. Il y en a une d'ailleurs très active à Saint-Gilles avec qui on collabore. Il y a l'entrée, je le disais, il y a les mutuelles. Il y a quand même énormément de structures qui, à leur petit niveau, essayent d'un peu soulager ces plus démunis qui parfois doivent vraiment... Et alors, évidemment aussi, j'imagine que, Jean de Gives, c'était une personnalité, mais est-ce qu'il a laissé des choses qu'on peut lire? Est-ce qu'il a laissé des lettres ou des documents? Ou alors c'est vraiment des souvenirs que vous partagez entre vous? Je pense qu'il a marqué les esprits. Beaucoup de gens, les vieux Saint-Gillois se souviennent parce que parfois il mettait vraiment la main à la pâte. Il allait chercher lui-même le sac de charbon qui est nécessaire pour chauffer les gens. Mais des écrits, je ne pense pas, mais il faudrait pour ça que j'interroge Françoise. Il a peut-être envoyé des lettres à gauche et à droite. C'est vrai que c'est une des difficultés avec beaucoup de gens, disons, de notre histoire sociale, c'est que ils avaient tellement de choses à faire qu'ils n'avaient pas le temps d'écrire. Jean de Gives était dans l'action et il a consacré quasi toute sa vie à ça, puisque il a créé l'entraide en 68, il est décédé fin des années 90 et il n'a pas arrêté. Et entre-temps, les plus démunis. Et je dirais que c'est une histoire de tradition familiale, puisque sa fille, Françoise, ça fait... a fondé la SBL. Voilà, c'est plus de 20 ans. Donc, si on ajoute le travail de Jean de Gives depuis 68, vous voyez un peu le temps parcouru. Eh bien, nous sommes très heureux d'en avoir parlé. Je vous rappelle que pour nous parler de ce fonds Jean de Gives, qui aide notamment les plus démunis, eh bien, nous recevions Bernard Ligot. Merci beaucoup, Bernard. À bientôt. Merci, Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.